Tout un plaisir de vous informer sur Espace TV. Bonsoir. Au sommaire de ce journal, les ministres de la Santé des pays frontaliers à la Guinée se sont réunis ce lundi à Conakry. Les discussions tournent autour d'actions pour limiter la propagation du virus Ebola. Ils envisagent de mettre en place un système de coordination transfrontalier. Les programmes de toutes les universités ne répondent pas aux normes requises selon une évaluation de l'ANAC. Elle a publié ses résultats ce lundi et cette enquête est au compte de l'année 2019-2020 en Guinée. L'opération de déguerpissement se poursuit cette fois à l'intérieur du pays. Le ton a été donné dans la commune urbaine de Koya ce lundi et plusieurs habitations et boutiques ont été démolies. Les ministres de la Santé des pays frontaliers de la Guinée veulent en découdre avec l'épidémie d'Ebola qui les a déjà éprouvés par le passé. Une réunion a eu lieu à cet effet ce mardi à Conakry. Elle a permis aux autorités sanitaires des pays concernés de réfléchir sur un plan d'action coordonné pour non seulement limiter les foyers de contamination, mais aussi circonscrire le virus. Le compte-rendu d'Ali Badara Camara et Djibril Kaba Camara. Depuis le 14 février 2021, jour de la déclaration par des autorités guinéennes de la résurgence de la maladie à virus Ebola, un système de riposte a été mis en place pour limiter la propagation du virus. Ce mardi, une concertation interministérielle a eu lieu entre la Guinée et ses pays limitrophes. Une réunion au cours de laquelle la Guinée a présenté les actions menées dans le cadre de la riposte contre Ebola. Général Rémi Lama revient sur les efforts consentis dans ce sens. Dans le domaine de l'ingénierie biologique, un laboratoire de proximité performant a été rendu opérationnel dans la zone de détection de l'épidémie. Dans le cadre de la prise en charge, des centres de traitement de la région ont été renforcés à travers la fourniture d'intrants et d'équipements de protection individuelle. L'objectif de ce cadre de concertation est de mettre en place un système de coordination transfrontalier dans le cadre de la riposte contre Ebola, souligne le représentant régional de l'Organisation mondiale de la santé. La présente réunion interministérielle vient compléter l'arsenal ci-dessous, mentionné en vue de mieux contenir la présente épidémie. Il est en fait urgent d'adopter une approche régionale permettant le partage de l'information de surveillance, les stratégies de vaccination en charge dans les zones frontalières, l'approvisionnement des intrants dans un contexte de pandémie et surtout la mobilisation des communautés. Une épidémie se gagne et se perd avec les communautés. Sur la base des douloureuses vécues en Guinée et dans ces pays limitrophes qui étaient impactés par la fièvre hémorragique à virus Ebola, le Premier ministre, chef du gouvernement, est convaincu des stratégies de riposte assorties d'une expérience des autorités sanitaires et ses partenaires dans la gestion des crises sanitaires. Avec l'appui de nos partenaires, que cette fois, nous ne subissons pas l'épidémie. Nous faisons face à l'épidémie. Il y a une grande différence. Et la coopération régionale, dont nous renforçons les liens à travers cette rencontre scientifique est l'illustration de cette volonté commune de combattre au plus vite cette terrible épidémie. Après la présentation du plan d'action, des recommandations ont été faites par des participants venus de différents pays pour y trouver des stratégies de riposte consensuelles. L'identification des abonnés des sociétés de téléphonie et la libéralisation des codes USSD pour les acteurs du secteur régulé, c'est autour de ces sujets que l'ARPT a animé ce mardi une conférence de presse à son siège à Coloma. Selon les responsables de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, cette campagne permet entre autres la gestion facile des abonnés et de lutter contre la fraude. Idrissa Barry commente les images d'Aboubacar Din Kamara. Dans un contexte mondial marqué par une accélération du développement numérique, la Guinée se doit d'être dotée d'un système fiable capable de contrôler davantage son réseau de télécommunications en identifiant chaque utilisateur d'un réseau de téléphonie mobile. C'est dans ce élan que l'autorité de régulation des postes et télécommunications, à travers l'article 36 alinéa 2 de la loi L-2015-018-Assemblée nationale du 13 août 2015,
a rendu obligatoire l'identification systématique des abonnés par les exploitants de réseaux ou services de télécommunications en Guinée. Ça nous permettra d'éradiquer définitivement la fraude sur nos réseaux et l'insécurité des populations et interdire l'usurpation d'identité pour faire du mal. La RPT invite les abonnés à s'identifier auprès de leur opérateur et fournisseur d'accès à Internet. Déjà, la décision portant l'identification des abonnés est entrée en vigueur depuis le 31 décembre 2020. Une initiative saluée par l'Association des consommateurs. Vous n'êtes pas sans savoir que par moment, il arrive de rencontrer dans des marchés des puces qui sont vendues comme ça, pêle-mêle, que des gens achètent et qui ne sont pas effectivement dans le réseau et qui ne sont pas du tout sécurisés. Donc déjà, pour nous, c'est extrêmement important. Deuxièmement, la libéralisation des codes USSD, pour moi, c'est une aubaine pour effectivement le secteur économique, l'e-économie. Je pense aussi qu'il faut en la matière saluer cela. Cependant, l'Union des consommateurs de Guinée a émis des craintes sur la protection des informations et données à caractère personnel. Le directeur général de la RPT a rassuré sur la gestion de ces données. Autre fait de l'actualité, comme je vous l'annonçais, l'autorité nationale d'assurance qualité vient de procéder à la publication des résultats définitifs de l'évaluation des programmes des établissements d'enseignement supérieur et professionnel. L'ANAQ, à travers un point de presse organisé à son siège, a donné d'amples explications sur le déroulement de ces évaluations au cours de l'année 2019 et 2020. Plusieurs programmes d'universités publiques et privées ont été rejetés après être évalués. Suivez le compte-rendu d'André Mossi-Milimono et Aboubakar Keke Bangora. Il a fallu plusieurs mois à l'ANAQ pour évaluer quelques programmes enseignés dans les établissements d'enseignement supérieur et professionnel en Guinée. L'objectif de cette évaluation, selon le secrétaire exécutif, est de qualifier l'enseignement supérieur guinéen à travers ces programmes enseignés dans les universités et instituts professionnels. L'ANAQ a deux principales missions: l'évaluation de la qualité de l'éducation et de la recherche, et pour les institutions publiques et pour les institutions privées, et l'accréditation des programmes de formation et des institutions. L'ANAQ supervise l'action de l'enseignement technique, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans notre pays. 85 programmes ont été évalués et 65 ont reçu l'accréditation de l'ANAQ après évaluation. Cette accréditation, selon le professeur Kabinet Oulare, a une validité de 5 ans. À l'Institut agronomique de Farana, le programme agriculture a été accrédité, et à l'Institut René Levesque, c'est le programme de BTS de sciences obstétricales qui est également un programme pilote et qui a été accrédité. Le programme de journalisme de l'Institut de Kuntia et le programme de génie géologique de l'Institut de géomine de Bokeh. Nombreux sont ces programmes enseignés dans les établissements publics et privés qui n'ont cependant pu être validés par l'ANAQ pour non-conformité aux normes requises. Ces programmes ne seront pas retirés, mais plutôt qualifiés et soumis à d'autres évaluations. Si vous n'avez pas obtenu l'accréditation cette année, vous avez 1 an pour corriger les défaillances qui ont été constatées. Parce que le programme soit accrédité ou pas, les experts évaluateurs de l'ANAQ feront des suggestions, des recommandations au profit du programme. Pour les programmes évalués à plusieurs reprises et n'ayant aucune accréditation, l'ANAQ laisse le soin au ministère de l'Enseignement supérieur, département de tutelle, d'en décider de leur retrait ou pas. Autre sujet dans ce journal, le collectif des avocats des détenus politiques ont effectué ce mardi une visite à la maison centrale de Conakry et contre toute attente, l'accès à leurs clients ne leur a pas été autorisé. Une violation des droits de leurs clients, ont-ils regretté Fatoumata Bintabari et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. Ils l'ont dénoncé sur tous les toits. Après la suspension de leur participation au procès qu'ils qualifient de violation des droits des détenus, les voilà devant la maison centrale en groupe pour s'assurer de l'état de leurs clients. Donc ce que nous savons, c'est que depuis un certain temps, beaucoup de nos confrères qui sont membres du collectif des avocats
sont passés ici, ils n'ont pas pu accéder à la maison centrale. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons décidé de venir en groupe et essayer d'entrer encore une fois, voir si l'interdiction était levée. Malheureusement, nous constatons qu'elle demeure encore et que nous n'avons pas accès à nos clients. Cet empêchement est une violation des droits des détenus, regrettent ses avocats. Maître Diallo dénonce une pratique antidémocratique. Même un détenu qui est condamné à mort, qui doit être exécuté, il a accès à son avocat. Donc je ne comprends pas pourquoi on peut nous interdire d'accéder à nos avocats, à nos clients, d'autant plus que nous sommes régulièrement constitués et nos clients n'entendent pas changer d'avocat. C'est une atteinte grave à l'état de droit. C'est une atteinte grave aux droits fondamentaux de nos clients. C'est même une atteinte grave à l'exercice de la profession d'avocat. Ce collectif apporte aussi des précisions sur la suspension de leur participation au procès de leurs clients. Il faut que les gens comprennent, on ne s'est pas retiré pour la défense de nos clients. Nous restons avocats de nos clients, nous pouvons les défendre et leur attribuer des conseils, même en dehors des prétoires du juge. Donc, un avocat, il assiste son client au prétoire, mais également en dehors du prétoire. Le collectif s'était fait accompagner par des huissiers de justice pour constat. Ils décident de rendre compte de leur visite au Conseil de l'Ordre des avocats de Guinée. Et on parle mine à présent dans ce journal, les droits des communautés minières. Au cœur d'un forum ce mardi, cette rencontre à l'initiative d'Action Mine s'inscrit dans la dynamique de recherche de solutions aux défis liés à la cohabitation des parties prenantes des industries extractives. Le but, encore une fois, est d'amener les compagnies minières à respecter le contenu local. Mohamed Valek Touré, Alseni Kamara nous en disent davantage. Organisé par Action Mine Guinée, ce forum a réuni les acteurs miniers, la société civile et collectivités locales pour un partage d'expériences, de bonnes pratiques en vue d'un changement de mentalité pour une exploitation minière responsable et profitable à tous. Les participants venus de différentes préfectures minières se sont penchés sur plusieurs thématiques, notamment l'impact de la fluctuation des marchés, des conflits dans les zones minières, l'enjeu des réformes et l'impact sur les secteurs sociaux. Je prends part à la première fois à ce forum, mais je vois déjà une très grande importance dedans. Parce qu'il y a d'abord les réformes faites au niveau du secteur minier. Et deuxièmement, il y a les impacts au niveau de nos communautés par rapport à ces exploitations minières. Il y a aussi les deux instruments de financement que nous connaissons. Et suite au nouveau code minier, sous la directive de chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui donne aujourd'hui deux instruments de financement aux collectivités. Je vais parler d'ANAFIC. ANAFIC qui concerne les ressources minières payées au niveau de l'État. Et 15% de ces ressources sont rétribuées à toutes les communes, à toutes les collectivités de la Guinée. La problématique de la gouvernance, les préoccupations environnementales, le contenu local, la prévention et la gestion des conflits se trouvent au centre des discussions. L'accent est aussi mis sur les défis de transformation du secteur extractif en vue de sa contribution à la croissance économique du pays. Chacune de ces localités est représentée par un maire, un acteur de la société civile, mais aussi les présidents des CAGF, des comités d'appui à la gestion du FODEL, sont également parmi nous pour qu'ils puissent remonter les difficultés, les défis qu'ils rencontrent dans la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local, concernant le FODEL, concernant l'ANAFIC, concernant le contenu local, afin que leur voix soit transmise au ministère des Mines, qui est déjà le département de tutelle du secteur minier qui a la charge de la prise en compte des avis ou des opinions diverses des différents acteurs. Au cours de cette rencontre, les différents acteurs ont permis de poser le diagnostic sur la gouvernance des zones minières tout en connaissant les défis dans un débat du donner et du recevoir. Un exercice annuel pour Action Mine pour réunir les acteurs pour enfin trouver un mémorandum. Quand la société civile qui s'intéresse aux questions minières, nous sommes des partenaires. Nous venons expliquer un peu les réalités du secteur minier. Notamment, on est là surtout pour parler un peu des réformes qui ont été engagées depuis quelque temps et aussi des résultats qui ont été obtenus.
Les couleurs de la 4e édition sont annoncées à Boké où 9 pays étrangers prendront part. Un reportage de Mohamed Valek Touré, je vous l'annonçais, l'opération de déguerpissement des emprises des voies tracées suscite la colère dans certaines familles. Dans le quartier Afia 2 par exemple, certains concessionnaires profiteraient pour se frayer un chemin aboutissant à leur domicile, ce qui met en colère certaines victimes qui pointent du doigt les nantis qui utiliseraient leurs relations pour atteindre leurs objectifs. Mariam Fodé Camara, Ibrahim Souma, reportage. C'est une histoire qui remonte à plusieurs années, qui oppose des familles voisines. Le propriétaire de l'immeuble derrière cette foule a durant 8 ans négocié avec le voisinage pour trouver du chemin aboutissant à son domicile en vain. Il aurait profité de l'opération de déguerpissement pour se trouver un accès. C'est ainsi que certaines maisons cochées avec du charbon ont été démolies par des machines. Il y a un nanti dans le voisinage, quand il payait chez lui, ceux qui lui ont vendu ce terrain lui auraient prévenu qu'il n'y a pas d'accès. Donc il a payé et c'est lui qui a donné l'argent aux agents pour démolir ici. Il y a des maisons qui sont couchées avec du charbon, ce n'est pas avec la croix que l'habitat a l'habitude de mettre. Là où l'habitat a couché, ils n'ont pas touché là-bas. L'habitat fait du bon travail, mais il y a des citoyens qui mélangent ce travail à d'autres. Donc, si tu ne comprends pas, tu vas tout mettre sur l'habitat. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus chez le chef de quartier. Malade, ce dernier nous a renvoyés chez le chef secteur qui a requis l'anonymat. Il explique sa version des faits. Bon, au fait, nous, on a reçu un courrier qui parlait de relever la liste des kiosques, des gargonnettes, des garages. Donc, c'était venu le vendredi de la part de la secrétaire générale communale. Alors, on se mettait à faire le travail, on voulait relever. Surpris, hier, moi, je n'étais pas là, surpris, nous avons vu des machines venir rentrer dans le quartier Afia. Donc, ils sont venus, ils sont rentrés dans une concession, bon, ils ont fait le déguerpissement, ils sont allés. Ces familles victimes demandent aux autorités de s'intéresser à leur situation. Nous demandons aux autorités de voir notre situation. On demande à l'État de nous venir en aide. C'est ça, on ne peut rien. Regardez ce qu'ils ont fait. Ça, c'est anormal. En attendant, la polémique autour des déguerpissements dans le quartier prend une autre tournure. Et cette opération se poursuit à l'intérieur du pays. Elle a démarré hier lundi dans la commune urbaine de Koya en présence des autorités locales. Plusieurs routes ont repris leur fluidité juste après le passage des bulldozers. Bernard Koundounour et Ibrahim Souma ont suivi le lancement des opérations. Suivez leur compte-rendu. Après l'expiration des 72 heures d'avertissement données par les agents de l'habitat, la première opération de démolition des emprises des routes a débuté lundi dans la commune urbaine de Koya. Cette route, qui est la porte d'entrée du nouveau marché de la préfecture, est la première étape de cette opération. Sous la vigilance des responsables, les bâtiments sont démolis, dégagés pour rendre fluide la circulation. À Koya, il y a une innovation. Ce n'est pas pour libérer les emprises, mais c'est refaire aussi, complètement restaurer l'emprise pour que ça soit praticable. C'est pourquoi ça prend du temps. Ça n'est pas casser pour casser, mais casser pour démontrer à la population qu'on a cette intention de donner une nouvelle image à la ville de Koya. C'est une vaste campagne de dégagement, de déguerpissement et de démolition des emprises des différentes voies tracées suivant les différents plans d'aménagement depuis au temps colonial. Cette mère de famille a vu sa maison détruite par les bulldozers du ministère de l'Habitat pour débloquer la route qui mène au nouveau marché de Koya. Je n'ai même pas où je vais passer la nuit aujourd'hui. Mais ça ne me dit rien. Parce que je sais, s'il y a un bon travail, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour moi seul. C'est pas pour moi seul.
c'est pour la Guinée et pour Sequoia. En plus du déguerpissement, l'opération vise également la démolition de tous les bâtiments dans la zone réservée, illégalement occupée par des particuliers. Ces boutiques n'ont pas été épargnées. Ce n'est pas l'emprise de la route que nous dégageons, mais c'est des boutiques qui sont érigées sur une zone industrielle de Sanoya. Le plan d'aménagement en fait foi. Dans la préfecture de Koya, les autorités se disent déterminées à récupérer tous les domaines réservés de l'État, illégalement occupés par les particuliers à travers cette campagne lancée par le gouvernement guinéen. Ce journal s'achève. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée en notre compagnie.